Il se passe un truc super bizarre tout au fond de notre système solaire. Neptune est complètement différente de ce qu'on croyait. La planète la plus éloignée du système solaire n'a été observée de près qu'une seule fois jusqu'à présent et pourtant elle laisse les scientifiques bouche bée en ce moment. Des tempêtes qui rétrécissent à ses sosies glacées en passant par des anneaux qu'on n'a jamais vus d'aussi près. Restez jusqu'à la fin parce que ce qu'on vient de découvrir sur la géante bleue va vous en mettre plein la vue, les gars. Aujourd'hui, on va parler d'une planète qui passe souvent inaperçue, Neptune. Et si ces mystères des profondeurs de notre système solaire te passionnent autant que moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien et tu recevras toujours une notification dès qu'il y a du nouveau. Et si tu es déjà abonné, tu peux vraiment aider la vidéo en cliquant sur j'aime. 5000 j'aime devraient me suffire pour apaiser l'algorithme de YouTube. Aux confins de notre système solaire, là où la lumière du Soleil n'est plus qu'une lueur lointaine qui traverse l'obscurité de l'espace, une planète gigantesque suit sa trajectoire solitaire. Et pourtant, elle fait partie intégrante de notre voisinage cosmique. Une géante bleue à l'histoire mouvementée et aux nombreuses énigmes non résolues. Son nom, Neptune. Neptune est la 8e et dernière planète de notre système solaire, si on ne compte pas Pluton, qui a été officiellement rétrogradée au rang de planète naine en 2006. Elle se trouve à une distance moyenne de près de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, bien au-delà de ce qu'on appelle la zone de la ligne de gel, là où la glace et les gaz ont pu se condenser pour former d'immenses nuages et corps célestes. Elle est si loin que ça prend plus de 4 heures à un rayon de soleil pour atteindre Neptune. Une année sur cette géante gazeuse bleue dure 165 années terrestres. Neptune a été la première planète découverte non pas grâce à des méthodes optiques, mais par le calcul mathématique pur. Au début du 19e siècle, les astronomes ont remarqué que la planète Uranus se comportait de manière un peu étrange sur son orbite. Sa position dans le ciel s'écartait légèrement, mais de façon mesurable, des valeurs calculées. Deux scientifiques, John Couch Adams en Angleterre et Urbain Le Verrier en France, ont supposé, indépendamment l'un de l'autre, qu'un corps céleste encore inconnu devait influencer Uranus par sa gravité. Le Verrier a transmis ses calculs à l'Observatoire de Berlin et c'est là, le 23 septembre 1846, que l'astronome allemand Johann Gottfried Gall a pointé son télescope vers la position calculée. Et c'est là qu'il l'a vu. Un petit point lumineux bleuté dans le ciel, mais sans aucun doute une planète. Une véritable sensation scientifique. Une planète prédite par les maths. Mais malgré cette découverte prometteuse, Neptune est resté longtemps un mystère lointain. Les télescopes du 19e et du début du 20e siècle ne montraient guère plus qu'une sphère lisse et sans relief. Ça n'a changé que 143 ans plus tard. À l'été 1989, la sonde Voyager 2 de la NASA est passée près de Neptune. Une dernière étape bonus dans son voyage à travers le système solaire externe. Ce survol n'a duré que quelques heures de contact rapproché, mais ces heures ont suffi à changer radicalement l'image qu'on avait de Neptune. La sonde a transmis des images détaillées d'un monde d'un bleu profond, sillonné d'immenses zones de tempête, de nuages blancs de méthane et de ce qu'on appelle la grande tache sombre. Un cyclone gigantesque, aussi grand que la Terre, qui a pourtant disparu par la suite et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. L'atmosphère de Neptune est principalement composée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. C'est ce dernier qui est responsable de sa couleur bleue caractéristique. Mais ce qui rend Neptune vraiment unique, c'est son activité météorologique. C'est là que font rage les tempêtes les plus rapides de tout le système solaire, avec des vents pouvant atteindre 2100 km/h. Comment est-ce possible, si loin du Soleil, avec si peu d'apport d'énergie extérieure? La chaleur interne de la planète joue sans doute un rôle. Neptune émet plus de 2 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Un indice qui laisse penser qu'elle a un noyau chaud et actif. Sa magnétosphère est aussi un mystère. Le champ magnétique de Neptune est puissant, mais bizarrement incliné. Il est incliné d'environ 47 degrés par rapport à l'axe de rotation et, en plus, nettement décalé par rapport au centre de la planète. Un phénomène qu'on n'a encore jamais pu observer sous cette forme sur aucune autre planète. Ces lunes sont aussi bizarres. Comme Triton, celui-ci suit une orbite rétrograde, c'est-à-dire dans le sens inverse de la rotation de la planète. Un signe indéniable qu'il n'est pas né en même temps que la planète, mais qu'il a été capturé plus tard. Triton est par ailleurs géologiquement actif. Il y a des indices de cryovulcanisme, c'est-à-dire des geysers glacés qui projettent de la matière gelée depuis l'intérieur vers l'espace. Depuis Voyager 2, aucune sonde spatiale n'a plus jamais étudié Neptune de près. La dernière vraie planète de notre système solaire reste aujourd'hui encore un terrain largement inexploré. Une mission moderne vers cette planète demanderait des décennies de préparation, des milliards de budget et beaucoup de patience.
Et pourtant, les trésors scientifiques qui t'attendent là-bas pourraient être révolutionnaires. Neptune n'est pas seulement une planète, c'est une véritable archive des débuts du système solaire. Comprendre Neptune, c'est peut-être aussi mieux comprendre d'autres systèmes planétaires et donc le nôtre. C'est ainsi que commence notre voyage d'aujourd'hui. Neptune est trop loin pour nous, trop extrême, trop mystérieuse. Et pourtant, ou justement pour ça, c'est un exemple fascinant des forces colossales qui agissent encore, même aux confins glacés de notre système solaire. Neptune fait partie de la catégorie des géantes glacées, tout comme sa voisine Uranus. Ça la distingue de Jupiter et Saturne, qui sont considérées comme des géantes gazeuses classiques. Alors que Jupiter et Saturne sont composés en grande partie d'hydrogène et d'hélium, Neptune contient des proportions bien plus importantes d'éléments plus lourds, notamment de l'eau, de l'ammoniac et du méthane. Ces substances sont généralement gelées aux basses températures qui règnent aux confins du système solaire, d'où le terme de géante glacée. Mais bien sûr, Neptune n'est pas un simple bloc de glace. Les températures et les pressions à l'intérieur sont si élevées qu'il s'y forme des états exotiques, comme on n'en connaît pas sur Terre. L'atmosphère de Neptune est un océan de gaz déchaîné, dominé par l'hydrogène, l'hélium et environ 2% de méthane. Mais le vrai fascinant, c'est ce qui se passe sous la surface dans la dynamique de l'atmosphère. Car même si Neptune est si loin du Soleil et ne reçoit qu'une infime partie de sa chaleur, elle est tout sauf calme. Au contraire, Neptune présente la dynamique météorologique la plus extrême de tout le système solaire. Des vents y soufflent à des vitesses pouvant atteindre 2100 km/h, soit plus vite que la vitesse du son dans l'atmosphère terrestre. L'atmosphère tourne en immenses vagues autour de la planète, un peu comme sur Jupiter, mais à un rythme bien plus rapide et avec des turbulences bien plus fortes. En 1989, la sonde spatiale Voyager 2 a découvert ce qu'on appelle la Grande Tache Sombre, un gigantesque système de tempête semblable à la Grande Tache Rouge de Jupiter, mais plus sombre et plus rapide. Elle était à peu près aussi grande que la Terre et a traversé la planète en quelques jours. Mais quand le télescope spatial Hubble l'a observé à nouveau quelques années plus tard, la tache avait disparu. Quelques années après, une nouvelle tempête s'est formée ailleurs. Le temps sur Neptune n'est pas seulement impressionnant, il est dynamique, imprévisible et en constante évolution. Neptune ne reçoit qu'environ 1/1000 du rayonnement solaire qui atteint la Terre. Pourtant, la planète émet plus de 2 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit. Cet excès de chaleur provient probablement de son intérieur, soit de la chaleur résiduelle issue de la formation de la planète, soit de lents processus de convection à l'intérieur de celle-ci. Personne ne le sait encore avec certitude. Sous l'atmosphère turbulente commence ce qu'on appelle le manteau, une couche gigantesque de glace chaude et dense composée d'eau, d'ammoniac et de méthane, dans un état exotique qui se situe quelque part entre le liquide et le gaz. Les scientifiques pensent qu'il pourrait même y avoir dans ce manteau une forme particulière d'eau, la glace supérionique. Dans ce cas, les ions d'hydrogène se déplacent librement à travers un réseau d'atomes d'oxygène, formant une sorte de conducteur électrique soumis à une pression énorme et à des températures extrêmes. Cette couche pourrait jouer un rôle décisif dans la forme inhabituelle du champ magnétique. Celui-ci est extrêmement puissant mais très incliné, à environ 47 degrés par rapport à l'axe de rotation, et en plus il n'est pas symétrique, mais décalé par rapport au centre de la planète. Un champ magnétique chaotique, très différent de ceux des autres planètes. La cause de ce phénomène réside probablement dans cette couche conductrice d'électricité à l'intérieur. Le noyau de la planète, s'il existe vraiment sous une forme clairement délimitée, est probablement composé de roches et de métal. Mais à cause de la pression énorme qui règne à plus de 10 000 km de profondeur, même les matériaux les plus durs ne peuvent s'y trouver que sous une forme extrêmement comprimée. On parle de pression des millions de fois supérieure à celle de la surface de la Terre. Ces dernières années, les astronomes ont découvert des milliers d'exoplanètes, et beaucoup d'entre elles ont des tailles et des masses similaires à celles d'Uranus ou de Neptune. Ces catégories de planètes, plus grandes que la Terre mais plus petites que Jupiter, semblent extrêmement courantes dans l'univers. Neptune n'est donc pas un cas particulier, mais un archétype cosmique. Si on veut savoir comment ces géantes glacées fonctionnent dans les étendues de la galaxie, il faut comprendre Neptune. Un endroit où la matière existe sous des formes qu'on ne connaît sur Terre que dans les accélérateurs de particules. Des télescopes comme Hubble ou le télescope James Webb nous apportent certes de nouvelles connaissances, mais il nous manque une vraie visite sur place. La géante bleue reste donc l'un des plus grands chapitres non résolus du livre de notre système solaire. Une planète, c'est plus qu'un simple corps céleste, c'est tout un système. Et dans le cas de Neptune, ça vaut le coup de regarder de plus près ce qui l'entoure. Ses lunes et un phénomène peu connu, ses anneaux.
Parce que Neptune n'est pas seule. D'après les données actuelles, elle possède 16 lunes connues. Et à la tête de cette famille se trouve un objet fascinant et mystérieux, Triton. Triton est la plus grande lune de Neptune et représente à lui seul plus de 99% de la masse lunaire totale du système. Mais ce n'est pas seulement sa taille qui le rend exceptionnel, c'est son origine, son orbite et sa dynamique interne qui en font l'un des objets les plus passionnants de tout le système solaire. Il tourne autour de sa planète en orbite rétrograde, c'est-à-dire dans le sens inverse de la rotation de Neptune. Une orbite rétrograde et légèrement inclinée est un indice fort qui montre que Triton ne s'est pas formé en même temps que Neptune, mais qu'il a été capturé plus tard. On pense qu'il était autrefois un corps céleste indépendant dans la ceinture de Kuiper, cette zone d'objets glacés située au-delà des planètes. Triton est aussi très actif. Lors de son survol en 1989, Voyager 2 a découvert des geysers d'azote gelés qui jaillissaient à plusieurs kilomètres de hauteur dans l'atmosphère. Un signe évident de cryovolcanisme, c'est-à-dire d'activité géologique avec des matières gelées à la place du magma chaud. C'est étonnant, surtout parce que Triton est si loin du Soleil. Sa surface est glaciale avec une température d'environ moins 235 degrés Celsius. Et pourtant, il se passe quelque chose à l'intérieur, peut-être à cause des forces de marée, c'est-à-dire des tensions gravitationnelles provoquées par son orbite légèrement elliptique, ou à cause de la lente désintégration d'éléments radioactifs à l'intérieur, ou les deux. Il existe même des théories selon lesquelles il pourrait y avoir, sous la croûte glacée de Triton, un océan souterrain d'eau liquide, comme c'est le cas pour les lunes Europe ou Encelade. Si c'est vrai, Triton serait non seulement une merveille géologique, mais aussi un candidat potentiel pour la vie extraterrestre. Outre Triton, Neptune possède toute une série de lunes plus petites. Beaucoup d'entre elles ne sont guère plus que des rochers capturés. Il y a par exemple Néréide, l'une des lunes les plus éloignées du système solaire, avec une orbite extrêmement excentrique. Ou encore Protée, la deuxième plus grande lune de Neptune, un bloc rocheux, difforme, à peine rond, criblé de cratères. Et puis il y a des lunes minuscules comme Despina, Galatée, Larissa ou Naiade. Beaucoup d'entre elles tournent tout près des nuages de Neptune et sont probablement des vestiges de collisions passées ou de lunes détruites. Cette région intérieure n'est pas seulement pleine de lunes, elle est aussi traversée par un système d'anneaux qu'on oublie souvent. Car Neptune, tout comme Saturne, a des anneaux. Ils sont cependant bien moins visibles, bien plus sombres et plus difficiles à repérer. C'est Voyager 2 qui a enfin apporté la preuve définitive. Les anneaux de Neptune sont principalement composés de poussière sombre et de roches, probablement issues de matériaux libérés lors de collisions entre lunes. Il y a 5 anneaux principaux, dont les plus connus s'appellent l'anneau d'Adam et l'anneau de Leverrier, du nom des deux astronomes qui avaient prédit indépendamment l'existence de Neptune. Une curiosité particulière, ce sont les blocs d'anneaux, c'est-à-dire des agglomérats dans l'anneau d'Adam qui ressemblent à des nœuds lumineux. On les appelle des arcs. On ne sait pas encore exactement pourquoi ces arcs persistent au lieu de se répartir uniformément. Il se pourrait que de petites lunes comme Galatée stabilisent ces structures grâce à leur gravité, une sorte de résonance cosmique. Dans l'ensemble, les anneaux de Neptune semblent bien plus jeunes et instables que ceux de Saturne. On pense qu'ils ne sont pas très anciens, peut-être seulement quelques millions d'années. Si c'est vrai, on assiste aujourd'hui à l'état intermédiaire d'un système d'anneaux qui se désagrège lentement et qui, un jour, pourrait se dissoudre ou se transformer en nouvelle lune. Et c'est justement là que réside la beauté de la famille de Neptune. Elle est dynamique, instable, en pleine mutation. Un mini-cosmos fait de lunes, de poussière et de gravité qui nous offre un aperçu profond des processus chaotiques du système solaire. Et tout ça se passe dans une zone où on n'a passé que quelques heures jusqu'à présent. La NASA et l'ESA discutent depuis un moment déjà d'un retour vers le système de Neptune, avec des sondes comme la mission Trident prévue, qui pourraient étudier Triton en détail. Car s'il y a de la vie quelque part là-bas, c'est peut-être justement là où on s'y attend le moins. Pas sous la lumière du soleil, mais sous une couche de glace. Depuis le survol de Voyager 2 en 1989, on n'a plus beaucoup entendu parler de Neptune. Le dernier chapitre de l'exploration active de Neptune remonte à plus de 3 décennies, une éternité dans le domaine de l'espace. Et pourtant, l'envie d'y retourner est plus forte que jamais. Parce que la dernière fois, Neptune nous a posé plus de questions qu'elle ne nous a donné de réponses. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques bossent sur un retour. Plusieurs concepts sont à l'étude. Certains sont des visions ambitieuses, d'autres sont déjà sur le point de devenir réalité. 3 de ces missions sont particulièrement passionnantes car elles poursuivent des objectifs différents mais se complètent à merveille. Trident, Neptune Odyssey et le Triton Hopper. Commençons par Trident, une mission de la NASA proposée dans le cadre du programme Discovery. Trident est, si on veut, le projet le plus pragmatique. Une sonde spatiale allégée, pas d'orbiteur, pas d'atterrissage, mais un survol ciblé de Triton.
la lune de Neptune, avec une caméra haute résolution, un magnétomètre et d'autres instruments scientifiques. L'accent est clairement mis sur cette lune particulière. Triton est un candidat sérieux pour la vie extraterrestre, à condition qu'il y ait là-bas, sous la couche de glace, un océan alimenté en énergie par des réactions chimiques. Trident pourrait justement le découvrir. Avec un temps de vol d'environ 13 ans, cette sonde n'arriverait toutefois, selon la date de lancement, que dans les années 2030, voire dans les années 2040. Le survol de Triton devrait se faire à seulement environ 1000 km d'altitude, plus près que Voyager 2 et avec une technologie de caméra de pointe. L'objectif est de cartographier la surface, d'étudier les geysers, d'analyser le champ magnétique et, si possible, de trouver des indices d'un océan. Alors que Trident serait une brève visite ciblée, le concept de Neptune Odyssey va bien plus loin. Il s'agit ici d'une mission de grande envergure, un orbiteur qui doit accompagner Neptune pendant de nombreuses années. Planifié et conçu par l'Applied Physics Laboratory aux États-Unis, Odyssey est l'une des missions les plus ambitieuses jamais imaginées pour les planètes extérieures. L'objectif est d'étudier Neptune dans son ensemble, y compris ses anneaux, son atmosphère, son champ magnétique et ses lunes, de très près et pendant de nombreuses années. Odyssey ne servira pas seulement d'orbiteur, mais emportera aussi une sonde atmosphérique qui plongera dans les couches de gaz denses et tumultueuses de Neptune. Cette sonde fournirait pour la première fois des données directes sur l'atmosphère d'une géante glacée. Température, pression, composition et processus chimiques. Les bandes de poussière en forme d'anneaux, les étranges particularités magnétiques et la source de chaleur interne de Neptune pourraient enfin être comprises grâce à une telle mission. De plus, des observations détaillées de toutes les lunes seraient possibles, dont beaucoup ne sont pour l'instant guère plus que des points lumineux dans les données de Voyager. Le projet prévoit un lancement entre 2030 et 2035 avec une arrivée dans les années 2050. Un tel voyage est long, coûteux et extrêmement exigeant sur le plan technique, mais ce serait une véritable consécration scientifique pour l'exploration des planètes extérieures. Et puis, il y a encore un concept qui ressemble presque à de la science-fiction. Le Triton Hopper. Il s'agit d'un atterrisseur mobile qui ne reste pas au même endroit, mais se déplace en sautant. Tu as bien entendu, le Hopper sauterait plusieurs fois d'un endroit à l'autre pour explorer différentes régions de la surface de Triton. Pour se propulser, le Hopper utiliserait de la glace d'azote provenant de la surface de Triton. En chauffant cette glace, on obtiendrait un jet de gaz qui propulserait le Hopper dans les airs. Il pourrait ainsi sauter plusieurs dizaines de fois au-dessus de Triton et parcourir des distances relativement importantes. Ce concept a été étudié dans le cadre du programme NIAC de la NASA. Au cours de la deuxième phase de développement, c'est techniquement ambitieux, mais faisable en théorie. Et ça permettrait d'étudier non seulement un point précis, mais des paysages entiers sur Triton, y compris les geysers cryogéniques, les fossés et les plaines glacées. Le Triton Hopper n'en est encore qu'à ses tout débuts, mais il montre tout le potentiel créatif qu'il y a à explorer ce monde lointain. Heureusement, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'attendre les sondes spatiales pour découvrir de nouveaux détails, car un certain télescope spatial a lui aussi récemment tourné son regard vers la géante glacée. On parle bien sûr du télescope James Webb qui, grâce à ses yeux infrarouges, a capturé quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu, les anneaux de Neptune. Ce n'est que dans les années 1980 que l'équipe dirigée par l'astrophysicien Edward Guinan a découvert ce système d'anneaux grâce à des éclipses et des occultations d'étoiles. Un clignotement soudain d'une étoile juste avant ou après le passage de Neptune devant elle constituait un indice de la présence d'un anneau, car les particules de poussière de l'anneau obscurcissent alors brièvement la lumière de l'étoile. Une cinquantaine de ces éclipses ont été observées, mais seules 5 d'entre elles permettaient vraiment de conclure à l'existence d'anneaux. James Webb nous offre désormais un aperçu plus détaillé que jamais du monde des anneaux de Neptune. Grâce aux fantastiques yeux infrarouges de James Webb, on obtient les images les plus nettes de Neptune depuis 30 ans. Sur les images de James Webb, on voit la planète Neptune avec son système d'anneaux. On voit des bandes nuageuses, des nuages de glace de méthane et pas moins de 7 de ces 14 lunes. Bon, certains d'entre vous vont peut-être se dire « Qu'est-ce qu'il y a de clair là-dedans ?» Ça a l'air complètement flou et ennuyeux. Petite explication à ce sujet, James Webb prend ses images dans le spectre infrarouge proche à l'aide de la caméra dite NIRCam, Near Infrared Camera. Comme James Webb observe l'espace dans les domaines infrarouges, le télescope peut voir beaucoup plus loin et beaucoup mieux, car il peut en quelque sorte transpercer la poussière et le gaz. Certes, la NIRCam nous offre des images plus nettes des objets, mais il y a toujours un petit manque de contraste. Du coup, aux yeux de James Webb, Neptune n'apparaît pas d'un bleu aussi magnifique que si, par exemple, Hubble photographiait la planète. Et à cause du spectre infrarouge, Neptune semble effectivement un peu terne et la planète n'est visible qu'en nuances de gris. Si James Webb pouvait photographier Neptune en lumière visible, elle resplendirait d'un bleu fantastique. Les anneaux de Neptune sont composés de poussière, de roches et de glace. On distingue très bien les anneaux sur cette image car on devine non seulement les grands anneaux mais aussi les plus fins
En plus des anneaux, on peut aussi voir sur cette nouvelle photo les fascinantes lunes de Neptune. Au total, James Webb a photographié 7 des 14 lunes. Triton est la plus grande lune de Neptune et brille dans la partie supérieure de l'image. On distingue aussi très bien une fine bande qui serpente autour de l'équateur. Les chercheurs appellent ça un système de circulation atmosphérique globale qui influence les mouvements dans l'atmosphère. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que cette image de James Webb est encore une fois absolument époustouflante et je ne me lasse vraiment pas de ce genre de clichés. Surtout, je trouve que ces photos sont d'une importance capitale, car elles nous rappellent qu'on n'a pas besoin d'aller si loin dans l'univers. Il y a tout simplement encore tellement de mystères à découvrir dans notre système solaire. Restons encore un peu sur l'état actuel de la recherche, parce que Neptune sème vraiment la confusion chez les scientifiques en ce moment. En fait, ça devrait être l'été en ce moment dans l'hémisphère sud de la planète. Il devrait donc y faire plutôt chaud. Au lieu de ça, les chercheurs enregistrent une chute massive et inexplicable des températures sur la planète la plus éloignée du système solaire. Sur Neptune, il fait de plus en plus froid. Certains d'entre vous vont peut-être dire « À 4 milliards et demi de kilomètres du Soleil, c'est normal qu'il fasse froid, mec. » C'est vrai. Mais il y a aussi des saisons sur Neptune. Elles durent chacune environ 40 années terrestres, car Neptune met 165 années terrestres pour faire un tour complet autour du Soleil. 40 ans d'été, ça a l'air vraiment génial, même si l'été sur Neptune n'offre pas des températures très agréables, à savoir environ moins 200 degrés Celsius. Une nouvelle étude qui rassemble 17 ans d'observation de la température de Neptune montre qu'il y a eu une mystérieuse baisse moyenne globale d'environ 8 degrés Celsius entre 2003 et 2018, confirmée par une diminution significative du rayonnement atmosphérique de Neptune à partir de 2003. Comment a-t-on pu découvrir ça? Alors qu'aucune sonde spatiale n'a visité Neptune depuis 30 ans, c'est possible grâce à de puissants télescopes terrestres, comme par exemple le VLT, Imager and Spectrometer for Mid-Infrared Telescope, ou télescope Visier, en abrégé, installé sur le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral au Chili, qui permet d'étudier la température d'un corps céleste à partir de son rayonnement infrarouge. L'équipe de chercheurs dirigée par Michael Roman a analysé les données recueillies par le Visier Télescope au fil des années, ainsi que les résultats du télescope spatial Spitzer de la NASA. Ça a donné l'étude la plus détaillée jamais réalisée sur la température de Neptune. Mais la question reste de savoir comment expliquer cette baisse de température en plein été. Personne ne le sait vraiment, mais ça doit sûrement avoir un rapport avec les processus qui se passent dans l'atmosphère de Neptune. Quand la quantité d'hydrocarbures photochimiques change, il y a plus de rayonnement dans le spectre infrarouge et la planète se refroidit. On avait déjà observé des processus similaires sur Saturne. On a constaté que l'interaction des substances chimiques dans les nuages de l'atmosphère pouvait influencer leur température. Sur Neptune, il semble donc y avoir des processus chimiques si importants qu'ils influencent la température de toute la planète. Une hypothèse serait que ça ait un rapport avec les immenses tempêtes qui sévissent sur Neptune. La grande tache sombre n'était en effet qu'une parmi les très nombreuses tempêtes de Neptune. Elle a disparu depuis 1994, mais de nouvelles tempêtes aux proportions incroyables se forment sans cesse. Et la formation de ces tempêtes sur Neptune reste encore un mystère total, à peine élucidé. Il se pourrait que cela perturbe les réactions chimiques dans l'atmosphère et que ça entraîne un refroidissement, même en été. Mais l'équipe de chercheurs de l'université de Leicester a une autre piste. Le rayonnement solaire pourrait aussi mériter qu'on s'y attarde. En effet, le Soleil suit des cycles d'activité pluriannuels et est tantôt moins actif, tantôt plus. Les variations de rayonnement provoquées par ce cycle d'activité solaire pourraient, d'une manière qui reste encore à élucider, déclencher des changements photochimiques dans l'atmosphère de Neptune, ce qui pourrait à son tour expliquer les fluctuations de température observées. Mais ce ne sont que des hypothèses. Pour l'instant, les processus atmosphériques sur Neptune restent un grand mystère pour nous. Et ça devient encore plus déroutant. Depuis 2018, le refroidissement sur Neptune s'est en effet inversé et il fait à nouveau plus chaud d'un coup. La température a rebondi en l'espace de quelques années et a augmenté en moyenne de 11 degrés. Neptune traverse donc vraiment une période de montagne russe en ce moment. Tout ça montre à quel point l'atmosphère de Neptune est complexe et comment elle évolue au fil du temps. Je pense que Neptune est si fascinante parce qu'on en sait encore si peu à son sujet. Bon, j'espère que ça t'a donné un aperçu passionnant de toutes les énigmes que la planète la plus éloignée de notre système solaire nous réserve encore. Je te tiendrai bien sûr au courant ici, sur cette chaîne, de toutes les nouvelles découvertes concernant Neptune et le reste du système solaire. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire tout de suite et pense à cliquer sur j'aime pour qu'on dépasse les 5000 likes. Et maintenant, revenons sur Terre.
Dans le réacteur à fusion allemand Wendelstein, des chercheurs ont battu un record mondial qui nous rapproche un peu plus de l'énergie du futur. Pour savoir exactement ce qui s'est passé là-bas, pourquoi c'est si important et pourquoi l'Allemagne est à la pointe dans le domaine de la fusion nucléaire, regarde la vidéo affichée en haut à droite. N'hésite pas à cliquer dessus, c'est vraiment passionnant. Et si tu veux les t-shirts galactiques Astro Team de mes vidéos, des planètes en peluche et bien d'autres choses encore, passe faire un tour dans la boutique spatiale en bas à gauche. Chaque commande soutient énormément mon travail, sinon je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis.